Le Médialodon. Le Médialodon, c'est notre deuxième rencontre. Bonjour Sarah, bonjour Benoît, bonjour Simon. Hello. Bonjour Camille. Bonjour, ça va bien ? Oui, et toi ? Oui, ça va très bien. Alors, on parle de quoi aujourd'hui ? On parle de l'habitude, c'est notre thème. Déjà Donc, la deuxième émission, on a déjà pris l'habitude, c'est déjà bien. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, je vous rappelle que nous avons une page Facebook et que nous attendons vos commentaires, vos besoins, vos envies de sujets, de thèmes. Vous pouvez toujours taper donc le Médialodon sur Facebook et nous suggérer des thèmes que l'on étudiera et que on choisira certainement durant l'été, dans les prochaines 12 semaines qui nous séparent de la fin de l'été. Donc, c'est ça. On va commencer directement. Alors, je sais que vous allez me trouver évidente, un petit peu trop, un petit peu trop prévisible, tout à fait. Alors c'est ça. J'ai failli la mettre à la fin cette chanson-là. Et je me suis dit, ils vont se dire, est-ce qu'elle va oser la mettre ? Et je me suis dit, oui, allez, je vais oser la mettre. Puis en fait, je vais oser la mettre dès le début. Et vous savez laquelle c'est, j'imagine. Je sais pas, quelqu'un prend un guess ? Est-ce que c'est Claude François? Oui, c'est Claude François. C'est Claude François, comme d'habitude. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire, oui comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre, oui comme d'habitude. S'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Mais comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras, oui comme d'habitude. Je t'attendrai comme d'habitude, tu me souriras, oui comme d'habitude.
sur cette chanson infinissable, Non, on s'habitue je quand même. vous retrouve. C'était Claude François. Comme d'habitude, vous écoutez le Médialoudon sur CKRL 89.1 et nous continuons avec notre partie théâtre. Alors Simon, Oui. quand je t'ai parlé de l'habitude, tu m'as proposé tout de suite, assez instinctivement, une pièce. Tu m'as parlé des Voisins de Claude Meunier Oui. et Louis Saya. Oui, c'est une pièce qui a été produite, qui a été écrite au début des années 80, en plein milieu de ce que je pourrais appeler la période mononcle du Québec, et ça visait à capturer cette espèce de parler pour rien dire, d'échange de banalité entre les gens qui habitent la banlieue. C'est une pièce que moi personnellement je trouve extrêmement difficile à soutenir, même à la lecture, c'est presque. Tu m'as soumis le texte et effectivement, j'ai trouvé ça difficile. Je me dis comment arriver à jouer ces personnages un peu engoncés dans leur médiocrité, et à la fois ils ont des aspirations aussi, mais ça se résume souvent à c'est ça, quelque chose d'assez commun. Ils ont du mal à sortir de ça, Oui, de leurs habitudes très communes, de leur routine. Et ce qui est particulier, c'est que au fur et à mesure que la pièce avance, il y a des situations graves qui arrivent, et ils sont absolument incapables d'en parler. Ils sont incapables de confronter le problème. Ils continuent à s'échanger des banalités. Il va avoir un problème de dépression, il y a un problème de crise cardiaque à un moment donné. Ça devient extrêmement lourd, et pourtant personne n'est capable d'aborder ce sujet, ce qui rend ça absolument insupportable. D'aller en C'est profondeur, délicieux. de communiquer, oui, donc difficile, des difficultés à communiquer dans leur routine qui les ennuie, qui les martyrise aussi. Mais oui. C'est difficile. On va le voir tout de suite avec le personnage de Laurette que je vais interpréter. Tu vas jouer Georges, donc Oui, toi. c'est la scène 2, ça se passe Oui, dans c'est la chambre de Georges et Laurette, c'est la rencontre des deux personnages, et je pense que vous allez voir immédiatement de quoi on veut parler ici. Tout à fait. Donc c'est Laurette et Georges qui sont un couple qui s'entretiennent. Es-tu prêt à commencer? Absolument. C'est parfait. Bonjour princesse, t'as l'air de bonne humeur ce matin. Bof, pas tellement. Ah, ça paraît pas. Ça fait longtemps que t'es debout? Je te dis qu'il y a des matins, je passerai tout droit jusqu'à la fin de mes jours. Dis pas ça. Comment tu vas être en forme si tu dis des affaires de même? En tout cas, t'es pas comme moi. Je suis assez de bonne humeur. Hey, maudit que la vie est belle. Ça se peut-tu, hein? Qu'est-ce que j'ai à être en forme de même? Veux-tu bien me dire, toi? Ah ben, regarde-moi donc ça, toi. Le temps qu'il fait, ça, c'est de la météo. Ah, moi, ça prend juste un petit peu de bleu d'un nuage, puis mon affaire est garlot. Dis-moi pas que tu pleures. Non, non. T'es sûr que tu pleures pas, là? Oui, je suis sûre. Tu peux me le dire, tu sais. Ça me fait rien. Non. Hey, je t'ai pas dit ça. On est invité chez Bernard ce soir. Hey, ça, c'est de la nouvelle, hein? Tu t'attendais pas à ça, hein? Ben, dis quelque chose. Non, qu'est-ce que tu mijotes, là? Pas du boudin, j'espère. Je serais pas capable d'y aller. Je suis pas capable de me traîner. Ben, voyons donc. Je vais te traîner, si tu veux. À part de ça, j'ai l'air de rien de ce temps-là. Ben, je trouve pas, t'es toujours de même. Tu dis ça pour me faire plaisir. J'ai pas de raison de vouloir te faire plaisir, voyons. Écoute, Georges, j'ai peut-être pas l'air de filer de ce temps-là, mais... Et dans le fond, ça va très mal. Mais pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui se passe entre nous deux, Georges? Ben, rien. Il me semble que c'était différent avant. Mais aujourd'hui aussi, c'est différent, puis... Tu comprends pas, Georges. Non, c'est pas grave, ça. Mais je m'ennuie. Mais de Georges. qui tu t'ennuies? Mais je m'ennuie pas de personne. Je trouve la maison grande. Veux-tu qu'on déménage? Mais c'est pas ça. Je suis tannée de toujours faire la même chose, juste faire à manger, puis laver la vaisselle. Ben, fais autre chose. T'as une balayeuse neuve, là, serre-toi-en. T'as un fil de 30 pieds après, c'est pas ça que tu voulais? Je le sais, peut-être que je suis pas heureuse. Pourtant, tu fais une belle vie, t'as de l'argent, t'as un bon mari, t'es à 2 minutes du centre d'achat, qu'est-ce que tu veux de plus? Je le sais pas. On dirait que j'ai 65 ans, Georges. Pourtant, j'en ai juste 38. Dis pas ça, t'as l'air de 37. T'es pas à la mode, Georges. Pourquoi on fait jamais de psychologie ensemble? Les maris modernes, ils comprennent ça, que leur femme fasse une dépression. Toi, on dirait que ça te fait rien. Ne dis pas ça. Je trouve ça plate. Tu me parles jamais, Georges. Ben, pas tout le temps, non. En tout cas. Laurette, Quoi? t'es-tu mieux, là? Je suis beaucoup mieux. Enfin, donc, sois mieux. Il fait beau, il fait trop beau pour parler de ça aujourd'hui. Pourquoi on n'attend pas demain? C'est pas demain que je vais pas bien, Georges, c'est aujourd'hui. Oui, mais demain est un autre jour. As-tu pensé à ça?
Écoute, mon petit pinson, je t'aime, mais j'ai pas juste ça à faire. Mon char m'attend dans le garage. C'est ça. Va le rejoindre avant qu'il s'ennuie trop. Bon, veux-tu venir avec moi? Tu t'occupes plus de ton char que de moi, Georges. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? On mange ensemble, on dort ensemble. Je suis quand même pas pour te passer chez moi sur le dos. Pourquoi pas? Ben, t'es pas un char, quand même. Mais des fois, j'aimerais ça en être un. Mais qu'est-ce que tu veux? On n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Surtout pas avec toi. Non, écoute, Georgette. Lorette. Pourquoi tu vas pas t'étendre un peu au soleil? T'es blanche. T'as l'air d'une morte. Je suis pas en état de griller. Ben, pourquoi tu fais pas quelque chose avec Junior? T'sais, on l'entend d'ici, là, son intercom va marcher. Pas encore lui. Si ça continue, il va coucher entre nous deux. Des fois, je me demande ce qui m'a pris d'être enceinte de lui. C'est pas mon fils que j'ai mis au monde, c'est ton frère. C'est normal pour cet enfant-là d'avoir un père. Pas d'avoir une mère, en tout cas. Bon, qu'est-ce qui t'a fait encore? Je pense que si je mourais demain, faudrait que je lui dise pour qu'il s'en aperçoive. Il t'aime, dans le fond, c'est juste qu'il l'ignore. Ben, qu'il s'ouvre les yeux. Je suis tannée de brailler sans qu'il s'en aperçoive. Non, il sait que tu pleures des fois. Ben, ça paraît pas. C'est parce qu'il est diplomate. Je te dis que vous faites une belle paire, tous les deux. Ah, tu trouves? Je suis tannée, moi. Tannée. Ben non, t'es pas tanné. Oh, je suis tannée. Ben non, voyons. Oh, je te le dis, je suis tannée. Bon, je suis tannée, ok? Hey! Ça va faire, ça, là, l'énervage. Il y a moyen de faire une crise comme du monde, me semble. C'est un téléphone flambant neuf, ça. Qu'est-ce que je vais faire, Georges? Ben, laisse faire, je vais le ramasser. T'es trop gâté, toi. C'est pas tout le monde qui a 3 téléphones dans la maison. C'est ça ton problème aussi. Bon, tout est correct. Il y a eu plus de peur que de mal. Je m'excuse, Georges, d'être déprimée. Excuse-toi pas, il y a personne de parfait. Tu dois être tannée d'être avec une folle comme moi. Ben, dis pas ça, je t'ai marié de même. T'aimerais pas ça, des fois, être heureux? Mais je suis assez heureux comme ça. Qu'est-ce que ça me donnerait de l'être plus? Je vais être mieux, là. Tu l'es déjà? Regarde-moi donc ça. Ah, tu vois? Tu ris! Tu trouves? Ben oui, t'as l'air d'un vrai clown! T'es fin. Ah, ben tant mieux. Genre, j'aimerais tellement ça, pas m'ennuyer avec Mais toi. il en est pas question. On devrait partir des fois tous les deux, tout seul, n'importe où. Ben, pourquoi on n'irait pas au centre d'achat ensemble tantôt? Ok. Faudrait que j'aille chez la coiffeuse, par exemple. Ben pourquoi? Pourquoi pas? Envoie donc! Envoie! Va t'habiller! Oh, t'as le tour avec moi. C'est parce que je t'aime. Bon, ben, je vais y aller. Et voilà, c'était notre extrait de la pièce Les Voisins de Claude Meunier et Louis Saya, une pièce donc qui a été écrite en 1980, toujours quand même actuelle. Hein, quand même actuel, oui, si vous avez déjà côtoyé des gens qui habitent dans ce milieu-là, ou si vous avez juste côtoyé quelqu'un avec qui vous n'aviez aucune conversation. Oui, eh bien, c'est surtout ça. Ouais. C'est surtout ça. Ne cantonnons pas vraiment ces personnes creuses à des endroits géographiques précis pour ne blesser personne, certainement pas nos auditeurs. Merci beaucoup. Mais donc oui, c'était un extrait qui présente bien l'habitude. Merci d'avoir choisi cet extrait, Simon. C'était très pertinent et ça m'a fait penser à une chanson que je vous fais écouter tout de suite avant de retrouver Sarah. Une chanson de Jacques Brel, Ces gens-là, qui encore, on ne parle pas directement de l'habitude dans cette chanson, mais on parle de ce climat routinier, un peu lourd, un train qui a du mal à décoller, des gens qui sont encore engoncés un petit peu. Je vous fais écouter ça tout de suite. D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits, avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise,
une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres, la mère, qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, il y a Farida qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Farida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais tué de chat, ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié. Ils sentaient pas bon. Enfin ils veulent pas. Enfin ils veulent pas. Parfois quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement, monsieur. Alors pour un instant, alors, moi je la crois. Pour un instant seulement, monsieur. Parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas, monsieur. On ne s'en va pas. On s'en va pas. Et c'était Jacques Brel, Ces gens-là. J'espère que vous avez apprécié la musique qui était un peu dans le même ton. Même si c'était très différent, ça parle un peu quand même du même sujet par rapport à l'habitude que le texte des voisins que nous avions lu avec Simon juste avant. Et là, on rejoint Sarah Bitter, donc qui a lu un livre. Bonjour Sarah. Bonjour Camille. Et le livre que tu as lu, c'est Une journée avec Monsieur Jules de Diane Brockhoven. Oui, tout à fait. Alors, c'est un livre tout en simplicité et en douceur dont je vais parler ce soir. Pourtant, la thématique est quand même assez lourde. Je vais y arriver. Une journée avec Monsieur Jules, c'est un tout petit livre, une centaine de pages. Ça se lit très facilement en une soirée. Il fait beau ce soir, ça pourrait être parfait sur une terrasse. Comme son nom l'indique, comme le titre en fait du livre l'indique, Une journée avec Monsieur Jules, c'est un livre qui se passe sur une journée. Le livre commence avec le réveil d'Alice, qui a pour habitude de paresser au lit pendant que son mari va dans la cuisine préparer le café. Puis c'est à peu près les seules tâches ménagères qu'il fait dans leur routine quotidienne. C'est un couple de personnes âgées. Et quand Alice descend ce matin-là à la table du petit déjeuner, Jules n'est pas assis à sa place. Le café est prêt, ça sent bon le café dans toute la cuisine, mais Jules n'est pas là, Jules est dans le salon. Donc il a fait sa tâche ménagère, mais il a fait sa tâche ménagère, mais il y a quelque chose qui change de leurs habitudes. Donc là, elle le voit dans le salon, assis sur le fauteuil, à regarder l'extérieur. Donc elle pense qu'il est mélancolique, qu'il regarde la neige qui tombe à l'extérieur. Elle s'approche de lui et là, elle se rend compte qu'en fait, il est décédé.
D'accord. Donc c'est comme ça que commence le livre. C'est pour ça que je disais que c'est un livre simple et qui dégage une belle douceur, mais le sujet central est quand même assez lourd. Le décès de son mari. Et là, elle est confrontée à un dilemme. Est-ce qu'elle doit appeler immédiatement, admettons, son fils pour lui annoncer la mort de son père, ou est-ce qu'elle doit appeler l'ambulance ou quelque chose les secours, pour qu'on lui on règle la question. Mais elle décide de ne pas briser ce moment-là parce que elle réalise que si elle prévient quelqu'un, quand elle va prononcer les mots « Jules est mort », ben, il sera vraiment mort dans la vie. Puis elle veut pas ça, elle veut pouvoir passer encore toute une journée avec lui pour lui raconter, lui expliquer tout ce qu'elle n'a pas pu lui dire de son vivant, tout ce qu'elle n'a pas été capable de lui dire. D'accord, donc elle veut garder une journée avec lui pourtant mort, mais donc elle veut garder une oreille finalement pour écouter son histoire un petit peu tout ce que lui aurait manqué un peu de cette histoire. Puis je pense que c'est aussi comme un peu un déni. Elle veut rester dans la routine quotidienne. Donc, elle va prendre son bain. Elle regarde l'heure, elle se rend compte qu'il est bientôt 10 heures. Puis à 10 heures, chaque jour, le voisin, un petit garçon qui habite à côté, vient jouer une partie d'échecs avec Jules tous les jours. Puis elle veut pas perturber en fait l'ordre établi dont elle a l'habitude. Et qui la perturbe s'il disparaît comme ça en un claquement de doigts. Donc elle veut prendre le temps. Puis une journée, c'est pas prémédité. Elle dit pas je veux passer la journée avec lui, mais elle dit je veux retarder le moment où mon mari sera vraiment mort. Je vais devoir l'annoncer et le réaliser en fait finalement. C'est ça. Et comment justement elle réagit avec cet enfant qui est là, qui vient par habitude, mais qui vient par habitude jouer avec une personne qui est normalement qui réagit, donc une personne vivante. Comment elle va devoir changer, elle va devoir déroger à son habitude. Ben là justement, je vais reprendre les mots de Simon la semaine dernière qui disait, quand il parlait du film sur l'isolement, qu'il y avait 2 niveaux d'isolement dans son film. Ben là, dans ce livre-là, il y a un peu 2 niveaux d'habitude. Il y a la routine d'un couple de personnes âgées et il y a l'habitude de cet enfant-là. C'est un enfant autiste. D'accord. Pour qui les habitudes sont un pilier de son quotidien. C'est super important, il faut pas y déroger. Donc tous les jours, il vient jouer aux échecs avec Monsieur Jules à 10h. À 10h30, c'est fini, on balaie les pièces sur l'échiquier. Peu importe si la partie est terminée ou non. D'accord. Ça s'arrête, mais c'est comme ça. Puis, effectivement, ta question est bonne. Comment est-ce que cet enfant-là réagit ? Ben, cet enfant-là, c'est doublement perturbant parce que non seulement il arrive dans une maison où la personne avec qui il est censé jouer est décédée, mais en plus de ça, de son côté, il y a des bouleversements dans son quotidien à lui parce que sa grand-mère est en mauvaise posture à l'hôpital. Donc sa mère vient déposer plus tôt ce petit garçon chez Alice et Monsieur Jules. Donc l'enfant est perturbé dans ses habitudes, puis Alice essaye de trouver des solutions. Elle lui propose de jouer aux dames parce qu'elle sait pas jouer aux échecs, elle sait jouer aux dames. D'accord. Mais là, le petit garçon, dont son prénom m'échappe, je vais l'appeler le petit garçon. Je m'excuse. Non, il s'appelle David. Problème. Il s'appelle David, c'est bon. Donc David, lui, Simon me confirme. D'accord. J'ai lu sur le 4e de couverture. Merci Simon. Je suis en sauvetage. Oui, merci. Donc c'est ça, David refuse catégoriquement de jouer aux dames, il veut jouer aux échecs. Et il veut absolument voir Monsieur Jules parce qu'il n'avait pas encore vu Monsieur Jules. Elle lui avait dit qu'il était malade, qu'il était couché. Donc elle l'emmène voir Monsieur Jules parce qu'elle est complètement... Il faut savoir qu'elle est un peu déboussolée, là, cette dame-là. Elle essaye de réagir comme elle peut, mais c'est difficile. Et donc elle l'emmène voir son mari qui est donc sur le canapé puis raide mort. Ouais. Et là, l'enfant, c'est comme si tout d'un coup, une sérénité venait s'installer en lui. Il regarde Monsieur Jules, puis il regarde Alice et il lui dit, Monsieur Jules est mort, il est pas malade. Donc lui il réalise, et parce que, alors est-ce que là-dedans, puis je sais que tu connais assez bien cette maladie qu'est l'autisme, mais est-ce que c'est un enfant qui lui n'a pas besoin de passer par-dessus ses émotions complètement, ses sentiments et en fait aussi
une habileté à parler au niveau social de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent et de comment il est et comment il voit les choses. C'est-à-dire que il prend pas la peine de dire avec les pincettes à madame, à sa femme Non. que monsieur Jules est mort. Il lui dit directement, il lui annonce parce qu'il le sait, un point final. Oui, C'est ça. il le sait, puis en plus, cette certitude-là vient le rassurer. Ouais. Parce que, oui, Je suppose que pour lui, s'il est atteint s'il est dans le spectre de l'autisme, ça veut dire que les choses qui sont claires sont beaucoup plus rassurantes que les choses qui sont non dites. tout Ouais. à fait. Ouais. Tout à fait. Ok. Ça remet un cadre. Mhm. Alors oui, c'est un peu différent d'habitude, mais Monsieur Jules, il est là. Bon, puis il est décédé. Toutes les questions, tous ces points d'interrogation dans sa tête sont réglés. Mm. Il a mis une petite croix à côté, là, check, c'est bon, Ouais. tout va bien, je maîtrise mon environnement. Puis là, il retourne s'asseoir à la table d'échecs, il remet toutes les pièces, puis il se fait une partie, Seul. tout seul, Ok. puis il fait jouer Monsieur Monsieur Jules Jules. pendant une demi-heure. Puis à la fin de la partie, il se lève, puis il dit, Monsieur Jules, vous avez gagné. D'accord. Donc il continue sa routine. Il sait qu'il Continue est sa mort, routine, mais oui. il veut pas que ça l'empêche de continuer Non, sa routine-là. puis- Comment elle le prend, elle, cette attitude de cet enfant-là? Elle est un peu déroutée, mais c'est pas dit expressément dans le livre, mais moi j'ai l'impression que ça la rassure un peu, ça l'apaise, parce que D'accord. c'était quand même délicat. Elle veut pas que les gens sachent que son mari est mort, parce qu'elle veut pas qu'on lui enlève. Elle veut avoir le temps de lui dire tout ce qu'elle veut lui dire. Oui. Donc là, le fait que l'enfant fasse pas de vagues, qu'il comprenne ce qui se passe, puis qu'il accepte cette situation-là, ça vient enlever comme un côté un peu... En tout cas, ça vient simplifier Oui. l'équation. Ok. Est-ce que ça vient lui rappeler quand même qu'il n'est pas là? Est-ce que après cette visite-là, elle commence petit à petit à le réaliser? Est-ce qu'on voit ce changement dans la journée, dans cette fameuse journée avec Monsieur Jules? Est-ce que petit à petit, elle conçoit que la vie ne sera plus du tout comme avant? Elle n'aura plus cette espèce de routine auquel elle était si attachée et la personne avec qui elle partageait cette routine-là, à qui elle était si attachée? Oui. À un moment donné, à plusieurs reprises dans le livre, elle oublie qu'il est décédé. À un moment donné, elle va prendre le bain, puis là, elle dit, oh, quand je vais sortir du bain, je vais aller me poser à côté de Jules dans le salon, puis on va regarder le journal comme d'habitude ensemble. Puis là, elle fait, oh, mais non, c'est vrai, il est mort. Et ça, il y a 2-3 fois dans l'ouvrage, elle se fait cette réflexion où elle oublie clairement qu'il est décédé. Mais par contre, à d'autres moments, elle se dit, bon, ben, c'est lui qui fait le café habituellement le matin. C'est la dernière fois là que je bois le café que mon mari m'aura fait. Mais demain, va falloir que je le fasse, ce café-là. Ok. Donc, oui. Je trouve ça assez fascinant la manière dont tu le décris. Je l'ai pas lu, mais juste la manière dont tu le décris, parce que au final, elle va passer une journée absolument non habituelle, parce qu'elle va se confronter toutes les routines qu'elle fait d'habitude et l'impossibilité de les parfaire, tandis que le David qui vient jouer aux échecs, lui, il va complètement faire sa routine habituelle parce qu'il est passé par-dessus tout de suite. C'est ça. Ouais. C'est Il assez réussit incroyable. à reproduire sa routine dans une espèce de pas une petite apocalypse, mais presque en fait. Ouais. C'est pour un enfant qui a un spectre de l'autisme. Quand tu viens bouleverser son quotidien, ça peut être terrible. C'est ouais. difficile à supporter, mais il arrive à contrôler ça. À contrôler ça. Puis il doit revenir à un moment donné. Il revient dans l'histoire parce qu'à nouveau sa grand-mère a besoin de l'assistante de sa maman. Donc David revient chez Jules et Alice. Puis là, à nouveau, c'est compliqué. Il est pas chez lui. Puis elle lui dit, est-ce que t'as faim? Et là, tout de suite, ça réveille quelque chose chez lui. Il s'en va dans la cuisine. Puis il sort tous les ingrédients pour faire des crêpes. D'accord. Puis, à un moment donné, il cherche un saladier, il voit un cache-pot, une plante dans un cache-pot. Donc, il retire la plante, il prend le cache-pot, puis il se sert du cache-pot pour faire sa pâte à crêpes. D'accord. Donc, il prend possession un petit peu des lieux. Mais il se et de la- recrée, c'est vrai ce que tu dis. Son environnement, Simon, sa j'avais bulle. pas vu cet aspect-là encore, Ouais. mais il se recrée son petit cocon rassurant. Et ça vient bouleverser, en fait, le cocon d'Alice, mais Ouais. qui elle, est obligée de toute façon de se confronter à ça. Et ça la rassure quand même d'une certaine façon, ce que tu disais, qu'elle voit cet enfant-là se refaire cette bulle-là pour elle se dire, ok, il y a c'est possible de retourner à quand même Ouais. un confort à un moment. Est-ce que
le livre, vers sa fin, tend vers ce message-là, c'est-à-dire, on sent que cette femme-là va réussir à passer par-dessus ça. Comment ça se passe? Quelle est la fin un petit peu du livre là-dessus? La fin du livre, ça se passe avec le coucher des deux, de David et Alice, qui vont se coucher tous les deux dans le lit. Oui. Parce que David, parce qu'il peut pas rentrer chez lui dormir, parce que sa mère est coincée par une tempête de neige à l'hôpital. Puis elle, qui soit dort dans le canapé à côté de son mari, soit dort dans son lit, mais finalement la journée se clôture de façon assez habituelle, non, parce qu'elle se couche à côté d'un jeune enfant, mais par contre elle a eu le temps de lui dire tout ce qu'elle avait envie de lui dire. Oui, dans il y a ça, journée. c'est ce que tu disais au début. Les dialogues, en fait, les monologues, là, où elle lui raconte toutes les choses qu'elle aurait eu envie d'aborder avec lui, puis que soit elle avait pas osé, soit elle avait pas eu l'occasion. Et est-ce qu'on sent une description d'un soulagement, quand même, à lui dire toutes ces choses-là? Oui, parce que c'est des choses quand même assez difficiles. Elle a été trompée par son mari, puis elle le savait. Et lui ne savait pas qu'elle savait. Ouais. Et là, elle se saisit de cette occasion-là pour le lui dire. Bon, il est plus là pour l'entendre, mais elle lui dit. Puis c'est comme ça lui fait du bien de lui expliquer. D'accord. Donc elle lui explique depuis quand elle sait, puis comment elle a su. D'accord. Donc il n'y a pas tant de regrets, mais c'est juste une explication, une dernière explication, et à la fois une confrontation un petit peu à ce chamboulement qui est de perdre quelqu'un, et donc de perdre un petit peu le chemin, la routine qu'on a avec lui, les habitudes qui sont si ancrées, et si fortes et si attachantes au final. Oui, c'est ça, elle est très attachée. Puis c'est même pas juste dans la routine du quotidien, c'est aussi dans son corps. Tout au début du livre, elle explique que pour l'instant, son enveloppe extérieure à elle prend conscience de la mort de son mari, mais ces particules fines là, ces cellules internes ne l'ont pas encore réalisé. Puis elle dit, quand je vais le sentir dans tous les pores de ma peau que mon mari n'est plus là, je vais être prête à l'annoncer aux autres. Donc elle a encore l'empreinte de son toucher sur elle, elle est encore capable de le sentir, son odeur, puis donc c'est aussi tout ça là, c'est que le quotidien, c'est pas juste dans nos gestes, c'est aussi dans le ressenti du corps. Eh bien, merci beaucoup, merci. Sarah, pour toutes ces explications et toute la description fine et délicate de ce livre qui a l'air donc très fin et très délicat aussi. Une journée avec Monsieur Jules de Diane Broekhoven. On vous retrouve juste après une courte page de publicité. Trouve ta voix. Quand le rouge s'allume, j'ai réalisé que sans la radio, et qu'on s'apprête à se mettre en jeu, je n'existerais pas. CKRL. .qc.ca. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour une 3e année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. École de cirque de Québec. SDC 3e Avenue Limoilou. Maison des métiers d'art de Québec. Centre ressources pour femmes de Beauport. Société de la Rivière-Saint-Charles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Vous écoutez CKRL 89.1, vous écoutez le Médialodon, notre thème est l'habitude. Je vous passe un morceau de I Am qui s'appelle Habitude. Profil. Le soleil tombe avec les degrés. Depuis ce matin je marche, mais là mes pieds sont las. Il faudrait que je pense à me poser, que je me trouve un porche ou un coin tranquille, bien abrité, à l'écart des regards. La tolérance est souvent mal imitée. Parfois j'aimerais être invisible, tout comme ces fantômes, et ne pas voir ces yeux qui me regardent pas comme on regarde un homme. Bonjour madame, n'ayez pas peur, non je ne suis pas dangereux. Je
Je vous tiens la porte, c'est tout, c'est pas à votre sac que j'en veux. C'est qu'un bonjour, ça vous coûtera pas €1. Allez, fouillez votre cœur, y a peut-être encore quelques merci, je vous jure. C'est pas de ma faute, c'est tout le pays part en vrille. Je suis là par manque de chance, la vie a ses sombres héros comme une ombre au tableau. Je croise des routes sans jamais laisser de traces. S'il vous plaît, voyez-moi une fois avant que le vieux ne m'efface. Je sais que c'est dur car vous me percevez comme un peut-être. Alors c'est presque par instinct que vous tournez la tête. C'est vrai, je dors là où vos chiens ont leur chiotte. Je gêne les amoureux qui sur les bancs le soir se bécotent. Et si le vent parfois me force à squatter vos entrées, n'oubliez pas, même les vaincus ont droit au respect. Et si le dédain était armé, je serais mort 1000 fois. Comme ceux qu'on retrouve le matin gelés et morts de froid. Mais là c'est pire, ma présence ne choque même plus. Le temps défile et doucement je deviens une simple habitude. On ne me voit plus, je suis transparent, une habitude. Les regards glissent sur mes affaires entassées sur ce trottoir vide. C'est tout ce qui me reste, mon testament. On ne me voit plus, je suis une silhouette, une ombre sans utilité. Comme disent hommes et femmes pleins de futilité. Je ne suis qu'une habitude où aucun pas s'arrête. On vit l'hiver, gelé par la honte, le froid et l'été, l'indifférence des passants nous fait de l'ombre. Sur un trottoir, un banc dérange, chacun s'accroît à une pièce de l'eau courante, un trésor qu'on ne trouve pas le soir. On marche en petits groupes, livrés à nous-mêmes. Rien qui nous retient ici, ni maison ni repères. Nos souvenirs, nos joies, dans des sacs poubelles. On brave le quotidien et voit nos espoirs à la baisse. On fuit la loi et l'ordre qui nous chassent parce qu'on n'a plus de sous. Ils ont saisi ma dignité avec mes biens un jour. Depuis je vous regarde, faire semblant de ne pas me voir et ça me marque. Plus que le temps a tué, sur le goudron une tache dans ce parc. Vos noms dits qui en disent long me rattrapent. Et parmi nous beaucoup se résignent. Face au mépris le signe pour une idylle avec une bouteille vide. On juge pas, on a tous une histoire, je vous le souhaite pas. Je pourrais être vous, vous pourriez être moi. Alors je rêve devant les vitrines, tant pis si c'est pour de faux. Je sais que la rue ne fait pas de cadeaux. J'essaie d'être fort même dans le caniveau. Je ne suis qu'une statue de chair parmi vous. Et à la fin j'aurai joué mon rôle jusqu'au bout. Mais les spectateurs m'ont fait défaut. On ne me voit plus, je suis transparent, une habitude. Les regards glissent sur mes affaires entassées sur ce trottoir vide. C'est tout ce qui me reste, mon testament. On ne me voit plus, je suis une silhouette, une ombre sans utilité. Comme disent hommes et femmes pleins de futilité. Je ne suis qu'une habitude où aucun pas s'arrête. On ne me voit plus. C'était Ayam, l'habitude. Habitude, c'était une chanson qui a été réalisée pour la fondation de l'Abbé Pierre. Donc ça parle d'un itinérant, comme vous avez pu l'entendre, qui sent comme un meuble, une vision d'habitude, une vision un petit peu de contemplation vide, un petit peu que peuvent avoir les personnes pour ces itinérants-là. Je trouvais ça intéressant de la mettre pour l'habitude. Toi, Simon, bonjour. Hello. Encore. Bonjour. Oui, et tu nous parles d'un film. Oui, je vous parle de tout un film. Oui. Je vous parle d'un film qui a gagné une flopée de prix, incluant la Palme d'Or en 2012 et l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Tout à fait. C'est le film Amour de Michael Haneke, dans son Autrichien d'origine. Tout à fait. C'est un film mettant en vedette Jean-Louis Trintignant et mon Dieu, j'ai tout ici. Voilà, Emmanuel Riva et un petit rôle de Isabelle Huppert. Alors quand Isabelle Huppert fait un petit rôle dans votre film, vous savez que c'est colossal. Oui. C'est effectivement un film colossal. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oui. C'est l'histoire d'un couple. C'est véritablement presque uniquement l'histoire de ce couple. Alors que ils se lèvent un bon matin, ils font leur train-train quotidien, ils se parlent de tout et de rien. Et d'ailleurs, les deux acteurs, Emmanuel Riva et Jean-Louis Trintignant, ont cette voix que je qualifierais de narrative. Oui. On dirait qu'ils sont constamment en train de narrer quelque chose. C'est comme s'ils étaient déconnectés de leur quotidien. Tout est très long et très difficile à dire, mais ça se dit avec une facilité. Sur un ton assez spécial. Si tu avais vu peut-être des films de Jean-Luc Godard, moi ça m'a fait penser à ça, à ces films un peu nouvelle vague, où effectivement il y a ce ton très narratif, exactement, très spécial à suivre. Pas vraiment réaliste, donc c'est assez particulier à suivre. Au début, on n'a même pas l'impression qu'ils se parlent réellement, mais ils se comprennent. On dirait qu'ils
ils se relancent. On dirait que c'est pas écrit ce texte-là. Ils sont à côté l'un de l'autre. Ils sont un peu à côté, puis ils sont distants en même temps. C'est quelque chose qui est particulier à l'œuvre de Haneke aussi, de toujours avoir une espèce de distance émotionnelle face à ces personnages. Mais là, ce qui se passe, c'est que au bout de quelques minutes, la femme du couple, la femme s'appelle Anne, va subir un anévrisme. Elle va être paralysée pendant quelques instants seulement, aux grandes dames de son mari, qui, tout en étant de toute évidence bouleversé, va clopin chercher de l'aide, il sait pas trop quoi faire, ça a l'air un peu irréel tout ça, et quand elle va revenir, elle est revenue parfaitement à la normale, elle se rappelle de rien, et donc on se rend compte qu'elle a souffert de cet anévrisme et elle va faire une opération et l'opération tourne mal. Ce qui fait que elle déteste les hôpitaux, elle déteste les docteurs et elle va faire promettre à son mari de ne jamais la ramener à l'hôpital. D'accord. Il va être d'accord avec ça. Et donc c'est tout le film dans le fond, c'est comment il va accompagner sa douce moitié pendant les derniers moments, les derniers mois de sa vie. C'est quand même long, hein, si je me souviens bien. C'est une agonie assez. C'est une agonie longue, qui dégénérative, qui dure. Je pense qu'en termes narratifs, ça doit être une dizaine de mois. Et dans le film, tout est d'une extrême lenteur, sauf pour certains moments clés où là ça devient extrêmement poignant. Bon, j'ai plusieurs choses à dire à propos de ce film et surtout en rapport avec la thématique de l'habitude. Oui, exactement. J'allais te dire pourquoi l'as-tu choisi, pourquoi en lien avec l'habitude as-tu choisi ce film? Eh bien parce que dès le début du film, Michael Haneke annonce ses couleurs, alors que les deux personnages principaux sont profs de piano. Ils sont profs de piano et ça commence dès les premiers instants. Bon, la première scène, c'est la police qui entre dans l'établissement, dans le building, et qui découvre le corps inanimé de Anne qui est couchée sur son lit. C'est pas un punch, ça commence avec ça. On sait tous où ça s'en va. Et la scène d'après, c'est les deux personnages principaux perdus dans la foule, on n'est même pas capable de les identifier, pendant qu'un de leurs élèves, on le comprend par la suite, un de leurs anciens étudiants joue un concerto sur le piano. Le fait est, on ne voit jamais le concerto, on ne voit jamais le spectacle, on ne voit que le public. Et c'est ça qu'il annonce tout de suite en partant, Michael Haneke, parce que particulièrement au début du film, on ne voit rien. On ne voit ni le moment où l'anévrisme se déclare, ni le moment où il se résorbe. On ne voit pas la consultation avec le docteur. On ne voit rien des éléments qui sont des éléments clés de l'histoire, des moments que n'importe quel film nous montrerait à grand renfort de musique mélodramatique. D'ailleurs, il n'y a aucune musique dans le film, sauf les morceaux joués au piano qu'on entend directement, qui sont joués par les personnages dans le film. Et ça veut dire que ce sur quoi on focalise, c'est sur les habitudes, sur comment cette maladie, dont on parle plus qu'on la voit, du moins au début du film, qui va se manifester de plus en plus au fur et à mesure que le film avance concrètement, comment cette maladie va graduellement se frayer un chemin jusque dans cette vie qui essaye tant bien que mal de garder son cap, de garder ses habitudes, de garder ce rapport l'un à l'autre. Et les petits moments, et au début, c'est vraiment juste des petits moments où la maladie va faire incursion dans le quotidien, ça a l'air presque irréel. Parce que premièrement, on voit pas. Premièrement, on comprend pas pourquoi soudainement Anne a arrêté de bouger. D'ailleurs, le personnage de Jean-Louis Trintignant qui s'appelle Georges va lui-même prendre c'est probablement 3 minutes du film à essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer avant de finalement se lever et aller chercher de l'aide tranquillement. Et tout est extrêmement tranquille, tout est extrêmement calme. Jamais personne ne hausse le ton. Et c'est ce qui rend l'aspect hypnotique au film. Tout est basé sur comment les habitudes, la vie quotidienne est affectée par cette maladie. Alors, tu parles de l'habitude vraiment de ces deux personnes, mais tu as parlé d'Isabelle Huppert qui a le rôle d'Eva. Qui est le rôle de la fille. Le rôle de la fille. Et elle ne comprend pas, hein, si je me rappelle bien, justement, elle arrive, elle débarque, et elle ne comprend pas ce changement d'habitude, elle comprend pas cette nouvelle dynamique qu'il y a entre ses deux parents, et elle aimerait la comprendre parce qu'elle-même est complètement désarçonnée par ce couple, tu as raison, effectivement, qui a l'air d'un couple
très tranquille, très Oui. lent, aux habitudes très certaines, très assurées. Oui. Et là, tout d'un coup, elle perd complètement ça. Oui, et non seulement elle le perd, mais à chaque fois qu'elle arrive, et elle vient à des intervalles il y a des grands intervalles. rythmés, Il y a vraiment un grand écart entre les moments où elle se présente dans l'histoire, et à chaque fois qu'elle se présente, c'est parce que la situation a dégénéré vraiment visiblement. Alors pour elle a vraiment des petites bribes. Elle ne voit que les moments où vraiment sa mère est en train de chuter. Et d'ailleurs, la performance est absolument incroyable d'interpréter quelqu'un qui sombre graduellement dans une maladie dégénérative aussi forte. Et donc, elle ne voit que les petits moments où c'est la catastrophe. Tandis que si on suit le couple qui va voir la lente dégénérescence, et c'est plus fort encore, parce qu'on se rend compte que c'est vraiment l'angle qu'on ne nous montre jamais dans les films, c'est le quotidien de gens qui doivent vivre avec et soutenir leurs êtres aimés. C'est peut-être ce qui est le plus parlant, c'est qui nous fait comprendre à quel point c'est dur. Oui, tout à fait. C'est intéressant que vous ayez choisi donc des œuvres qui sont pas similaires, mais qui sont similaires sur quelques points quand même. J'ai failli en parler durant ta chronique d'ailleurs. Oui, tout à fait, parce que ça, on rejoint comme déjà des personnes relativement âgées qui ont cette habitude de l'âge. J'ai trouvé ça intéressant que ce soit qu'on parle de l'habitude, puis qu'on parle de l'habitude chez des personnes relativement âgées, dans des couples qui sont relativement âgés. Alors là, c'est vraiment une habitude juste qui change, mais qui graduellement s'adapte et éventuellement ne peut plus s'adapter. Et de manière très longue quand même. Alors oui. bon, ça c'était sur quelque chose d'assez court et d'assez plus drastique, mais avec la même lenteur et la même délicatesse d'une certaine façon, j'ai l'impression. Ok. Eh bien, merci beaucoup Simon de nous avoir présenté ce film. On va retrouver Benoît bientôt. Je vous rappelle juste le titre du film, c'est Amour de Michael Haneke, que vous pourrez vous pouvez voir un petit peu n'importe où, vous pourrez aller le trouver sur Internet, sur Netflix, sur mais Netflix, ne regardez pas aussi. ça avec du popcorn et une grosse liqueur, c'est absolument pas ce genre de film. Non, effectivement, tu nous l'as pas décrit comme tel en tout cas, donc je pense que les auditeurs ne s'y tromperont pas. Merci beaucoup. Pour en revenir à un sujet plus joyeux, on parle encore de l'habitude, mais je vous passe une chanson avant de retrouver Benoît. Je vous passe la chanson Passez votre amour à la machine de Alain Souchon. Encore une fois, qui parle de l'habitude et qui parle des changements qu'on a envie de faire parfois pour se désancrer, se décarcasser ou se décrasser même de l'habitude un petit peu qu'on peut avoir parfois dans un couple. On écoute ça maintenant. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Matisse, l'amour c'est bleu difficile, les caresses rouges fragiles, le soleil de la ville est tabasse. Et alors, elle passe. Allez, à
faire tomber la misère de nos gentils petits grands-pères. Noirs les mains dans les boucles blondes, tout autour du monde. Passer notre amour à la machine, faites bouillir. Passez votre amour à la machine. Alain Souchon, vous écoutez CKRL 89.1, vous écoutez le Médialodon et on parle de l'habitude. Bonjour Benoît Guimont. Bonjour Camille. Alors tu nous fais notre chronique philo de chaque séance du Médialodon. Alors comment souhaitais-tu parler de l'habitude aujourd'hui ? C'est effectivement la question que j'ai dû me poser, puisque oui. c'est un thème assez vaste, l'habitude, qui concerne de manière assez directe la pratique de la philosophie, tout simplement parce que le philosophe, du moins en partie, doit essayer de se dégager de certaines habitudes de pensée, mais aussi au-delà des habitudes de pensée, les habitudes de vie, il doit les remettre en question ou les re-questionner. Et plusieurs philosophes ont, pour ces raisons-là ou d'autres raisons, traité du thème de l'habitude. Lorsque tu m'as présenté le thème, le premier nom qui m'est venu, c'est David Hume. Pour ceux qui le connaissent, il a écrit un ouvrage assez important qui s'appelle Le Traité de la nature humaine, dans lequel il analyse le rôle de l'habitude dans le fonctionnement de cette nature humaine, mais ce n'est pas ce philosophe-là qui, finalement, va faire l'objet de ma... ton attention. C'est ça. Et j'ai décidé d'aborder le thème, je vais pas dire à l'envers, mais plutôt par l'envers. D'accord. Alors, tu vas nous expliquer ça. Oui. J'ai hâte d'écouter ça. Et pour ce faire, je vais me référer, quoique, on va dire assez librement, à un texte d'Henri Bergson. Donc, peut-être petite présentation pour ceux qui connaissent pas Henri Bergson. Donc, c'est un philosophe français, donc né en 1859, mort en 1941. Donc, fin 19e, début 20e. Il a été professeur au Collège de France. Ses cours étaient extrêmement populaires à l'époque. Et il a aussi reçu le prix Nobel de littérature en 1927. C'était à l'époque où on donnait encore de temps en temps un prix Nobel à des philosophes. Peut-être qu'ils savaient mieux écrire aujourd'hui, j'en sais rien. Donc, voilà pour Bergson. Et le texte... qui m'intéresse plus spécialement, c'est un article qu'il a publié en 1902 et qui a été republié en 1919 dans un recueil intitulé L'énergie spirituelle, titre qui peut faire un peu ésotérique, mais rassurez-vous, je ne parlerai pas de cristaux magiques ou de choses du genre. C'est un ouvrage vraiment de philosophie. On n'en attend pas moins de ça. Et donc, dans ce recueil-là, L'énergie spirituelle, il y a un texte qui s'appelle L'effort intellectuel. Donc, d'accord. J'ai fait un gros détour pour vous dire que j'allais parler de ce texte-là. D'accord, oui, tout à fait. Alors, de quoi il parle exactement de ce texte-là, de l'effort intellectuel? Comment, pourquoi, et pourquoi ça rejoint le thème de l'habitude? Oui, donc déjà le titre, l'effort intellectuel, bon, on peut se dire, tiens, on retrouve pas le mot habitude dans le titre, on retrouve plutôt le terme effort, et quand j'ai dit que j'allais prendre le thème un peu par l'envers, on pourrait déjà suggérer l'idée que l'effort, c'est l'envers de l'habitude. Je vais un petit peu, comme je dis, librement développer à partir de cette petite idée en m'inspirant du texte de Bergson. Déjà, sans nécessairement entrer tout de suite dans le texte, on peut se référer à l'expérience qu'on a tous et chacun de l'habitude. Je crois que les habitudes jouent un rôle quand même plus important que ce qu'on est prêt à admettre, ne serait-ce qu'en ce moment, je fais une chronique, je suis assis, je parle, il y a tout un système d'habitudes qui soutient mon action. J'ai des habitudes posturales, langagières, je fais des liens entre des idées, etc. Quelle est la part d'habitude, quelle est la part plutôt d'action volontaire? Dur de le dire, mais je soupçonne que l'habitude tient le rôle principal dans tout ça. D'accord. Et ce qui est spécial avec l'habitude, c'est que elle passe justement très souvent sous le champ de l'attention ou de la conscience. On a très peu conscience de nos habitudes réelles et souvent ça prend quelqu'un d'extérieur pour nous les faire remarquer. Or, c'est tout le contraire pour l'effort. L'effort, là, il passe pas inaperçu. Lorsqu'on fait un effort, il semble que justement on soit dans une expérience très contrastée par rapport aux expériences, on pourrait
pourrait dire, d'action produite essentiellement par le jeu des habitudes. Donc déjà, il y a un petit... Donc une sorte d'endormissement de la conscience quand on est enfermé un peu dans ses habitudes, alors que l'effort va nous faire un petit peu entrer dans un terrain inconnu qui va nous rendre cet effort-là remarquable particulièrement. Tout à fait, et je pense que tout le monde peut, encore une fois, se référer à sa propre expérience. On se lève le matin, on fait une série d'actions dans un certain ordre. Alors, si on nous demande par la suite de se rappeler exactement ce qu'on a fait, il y a souvent une espèce de blanc, comme si on était une petite marionnette qui était animée par un mécanisme qu'on a à peu près pas choisi. Oui. C'est étonnant parce que ça fait un peu référence à ce que disaient donc Simon et Sarah en parlant vraiment de leur œuvre qu'ils ont choisi un petit peu tout à l'heure, de parler un petit peu, Sarah, de cette femme qui a du mal à se rendre compte que ses habitudes vont complètement changer parce qu'elle est incapable en fait finalement de trop les connaître. Et il va falloir qu'elle apprenne à les connaître pour pouvoir justement dire qu'elle ne les aura plus. D'une certaine façon. Oui, tout à fait. Donc, juste pour faire le petit lien avec le texte dont j'ai pas parlé beaucoup. Oui, pardon. À un moment donné, dans son texte, Bergson va en venir à dire que l'effort, quand on a ce sentiment de l'effort, ça nous indique une lutte entre deux systèmes d'habitude. Un système préexistant et un système d'habitude qu'on tend à instaurer. Et peut-être pour finir là-dessus, il y a un exemple qui est développé dans le texte que je trouve assez intéressant. Il prend l'exemple de la danse. Oui. Si quelqu'un apprend à danser, vous pouvez prendre un exemple de votre... Le médialodon. Le Médialodon, c'est notre deuxième rencontre. Bonjour Sarah, bonjour Benoît, bonjour Simon. Hello. Bonjour Camille. Bonjour, ça va bien ? Oui, et toi ? Oui, ça va très bien. Alors, on parle de quoi aujourd'hui ? On parle de l'habitude, c'est notre thème. Déjà, donc, la deuxième émission, on a déjà pris l'habitude, c'est déjà bien. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, je vous rappelle que nous avons une page Facebook et que nous attendons vos commentaires, vos besoins, vos envies de sujets, de thèmes. Vous pouvez toujours taper donc le Médialodon sur Facebook et nous suggérer des thèmes que l'on étudiera et que on choisira certainement durant l'été, dans les prochaines 12 semaines qui nous séparent de la fin de l'été. Donc, c'est ça. On va commencer directement. Alors, je sais que vous allez me trouver évidente, un petit peu trop, un petit peu trop... Prévisible. Prévisible, tout à fait. Alors, c'est ça. J'ai failli la mettre. Le Médialodon. Le Médialodon, c'est notre deuxième rencontre. Bonjour Sarah, bonjour Benoît, bonjour Simon. Hello. Bonjour Camille. Bonjour, ça va bien ? Oui, et toi ? Oui, ça va très bien. Alors, on parle de quoi aujourd'hui ? On parle de l'habitude, c'est notre thème. Déjà, donc, la deuxième émission, on a déjà pris l'habitude, c'est déjà bien. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, je vous rappelle que nous avons une page Facebook et que nous attendons vos commentaires, vos besoins, vos envies de sujets, de thèmes. Vous pouvez toujours taper donc le Médialodon sur Facebook et nous suggérer des thèmes que l'on étudiera et que on choisira certainement durant l'été, dans les prochaines 12 semaines qui nous séparent de la fin de l'été. Donc, c'est ça. On va commencer directement. Alors, je sais que vous allez me trouver évidente, un petit peu trop, un petit peu trop prévisible. Prévisible, tout à fait. Alors c'est ça. J'ai failli la mettre à la fin cette chanson-là. Et je me suis dit, ils vont se dire, est-ce qu'elle va oser la mettre ? Et je me suis dit, oui, allez, je vais oser la mettre. Puis en fait, je vais oser la mettre dès le début. Et vous savez laquelle c'est, j'imagine. Je sais pas, quelqu'un prend un guess ? Est-ce que c'est Claude François ? Oui, c'est Claude François. C'est Claude François, comme d'habitude. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude.
sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude.